Bienvenue dans cet épisode où l'amour et la compassion transcendent la douleur la plus déchirante. Anne-Hélène et David sont des parents qui ont traversé l'indicible, la perte de leur petit garçon à l'âge de 2 ans. C'est une histoire qui met en lumière la force extraordinaire que peut offrir l'amour parental, même dans les moments les plus sombres. Ces parents ont fait un acte de générosité incommensurable qui a transformé leur douleur en espoir. Ils ont accepté le don des organes de leur enfant pour offrir une chance de vie à d'autres, transformant ainsi une tragédie personnelle en une lueur d'espoir pour des familles inconnues. Par ce témoignage, nous honorons la mémoire de ce petit garçon et la bonté extraordinaire qui a émergé de sa courte mais impactante existence. Bonne écoute. Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Anne-Hélène, bonjour David. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment de m'accueillir chez vous pour témoigner et pour partager votre histoire qui est poignante. Et c'est vrai que quand Hervé Le Serre m'a parlé de vous, de votre parcours, j'ai été très touchée que vous acceptiez de me recevoir pour témoigner. Alors vous êtes parent de 4 enfants, c'est bien ça ? On a 4 enfants, des parents de 4 enfants, de Paul, P-O-L, un prénom breton, qui est né en 1998. Ensuite, Yuna, qui a 22 ans. Naïg, qui a 20 ans. Et notre petit dernier, Kémo, qui a 16 ans. Et donc, c'est notre premier enfant, Paul, qu'on a perdu en l'an 2000 d'un accident de voiture. Est-ce que vous pourriez me décrire Paul ? Quel petit garçon était-il ? Très, très vivant, très enjoué, très éveillé, il a parlé tôt, on discutait beaucoup, tous les deux, on avait beaucoup de conversations. Alors, c'est une période où moi j'avais un travail et David, il était plus en recherche de travail, donc on a été un moment que Paul et moi la semaine, toi t'étais absent la semaine, et oui, il était hyper ouvert, il parlait beaucoup, très curieux, et là, la promenade, il voulait aller voir les tracteurs pelles. Oui, parce qu'il y avait une assistante maternelle qui était dans le petit bourg à côté, en qu'elle gardait, et il y avait souvent des tracteurs pelles, et donc de fil en aiguille, t'es passionné de ce genre de choses, et on en parlait tout le temps, et pareil, il était très observateur de tout ce qu'il voyait en fait, et toujours très dynamique, très très vivant. Ah oui, petit dormeur, très petit dormeur. On a fait des matinées donc, très tôt. Quelque part, c'était très bien parce qu'on a vécu quelque chose de plein chaque fois avec. Et voilà, c'était notre premier enfant. Et on était tout jeunes. Voilà, on était comme tous les parents qui ont un premier enfant. Donc un peu gaga, ouais. Ces 2 ans de bonheur, c'était vraiment 2 ans de réel bonheur plein. C'est là qu'on se rend compte, quoi, de ce que peut être une vie même très courte. C'était très on garde quelque chose de très positif. Évidemment qu'il s'est arrêté trop tôt, mais ce qu'on a vécu, on l'a très bien vécu, quoi. C'était même dans l'entourage, hein, on voit les grands-parents, sa grand-mère, enfin tout le monde en fait, quoi. C'était vraiment, on en parle comme d'un réel bonheur, quoi. C'était donc ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est très qui reste de marqué en fait dans ce qu'a vécu, dans ce qu'on a vécu avec lui, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut garder, je pense. Et les enfants, je pense que c'est ce qu'ils voient aussi à travers quand on parle de Paul, quoi. C'est on n'en parle pas souvent, hein, mais c'est toujours que quelque chose de positif, en tout cas, dans tout ce qu'on a vécu avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre vie et celle de Paul basculent ? On vivait en Normandie à ce moment-là, à côté de Cherbourg, dans la Manche, et avec notre petit garçon qui avait 2 ans.
qui allait avoir 2 ans le 14 septembre 2000. Il était prévu qu'il parte en vacances chez mes parents en Bretagne. Donc, ce qui s'est passé, il est parti en vacances en début septembre 2000. Et le deuxième jour de ses vacances, ma maman a décidé de faire une promenade en poussette après la sieste de Paul et à pied. Et donc, c'est en traversant un passage piéton qu'un chauffard alcoolisé est rentré dans la poussette. L'accident s'est passé comme ça. Donc, c'est le cerveau qui a été touché. Et alors, mon père a été appelé tout de suite par les gendarmes. Mon père, il allait rentrer. Il voulait taper sur le coupable. Les gendarmes l'ont enfermé dans le fourgon et ils ont calmé mon père. Mon père, il était hors de lui. Je sais pas si tu veux parler un peu. Oui, c'est ça. Donc il y a eu un accident. On a été prévenu par téléphone par le papa d'Anne-Hélène et on a tout de suite pris la voiture pour se diriger vers Rennes, vers l'hôpital. Et une fois arrivé là-bas, on nous a dit que c'était très très grave, évidemment, il a eu un choc terrible à la tête et que donc par la suite, on a attendu. Et que le pronostic vital était engagé, évidemment, et que voilà, on avait quelques temps avant de voir s'il pouvait se rétablir ou pas. Et c'est le lendemain, je pense, qu'on nous a dit qu'il était en état de mort cérébrale, et que donc ils ont fait la demande de savoir si on acceptait de donner des organes pour d'autres personnes. Donc on a eu le double choc en fait, on va dire, de la mort cérébrale, donc ce qui voulait dire qu'il allait mourir, et puis après de savoir si on décidait de donner la vie à d'autres personnes, quoi. Donc c'était à ce moment-là que ça s'est décidé, on va dire. Comment est-ce que la demande vous a été formulée? Parce que ça intervient à un moment innommable. Comment est-ce que le personnel soignant s'y prend dans de telles circonstances? Est-ce que ça se fait dès que la mort est annoncée? Oui, ça se passe en même temps. En fait, on était dans un tout petit bureau avec la responsable de service, un gros paquet de mouchoirs à côté d'elle. Et donc, on nous annonce que les signes cliniques sont ceux d'une mort encéphalique. Et juste après, on vous fait une demande, on vous explique très bien le protocole, on nous a très bien expliqué, mais ça se fait vraiment dans la foulée parce qu'il y a une notion d'urgence forcément derrière. Donc on nous dit qu'on a le temps de réfléchir, mais pas trop, faut que ça se fasse quand même dans la journée et que la décision nous appartient et que même si on dit non, c'est notre décision, qu'il n'y a pas de jugement. Mais ça se fait quand même très rapidement, quoi. Et dans sa tête, on pense plein de choses. Alors on dit, on a vu ça à la télé, ça se fait que dans les films, mais non, ça existe en vrai. Ça existe en vrai, une mort cérébrale, et ça existe en vrai qu'on a besoin des organes pour sauver d'autres enfants. Donc assez vite, on a réfléchi et assez vite, on a été d'accord sur la décision à prendre. Donc ça nous a aidé aussi, je pense, d'être sur la même longueur d'onde. C'est ce qui fait que je pense que des couples se déchirent ou au contraire, se renforcent. Nous, c'est heureusement le bon côté des choses, quoi. C'est que ça nous a soudés. Et donc après derrière quand ça s'est décidé, on a fait ce qu'on appelle une espèce de course contre la montre. Vous prenez donc la décision assez vite. Est-ce que à ce moment-là, vous avez le droit ou la possibilité de passer du temps encore avec votre enfant? Oui, on est allé le voir plusieurs fois, on nous a laissés seuls plusieurs fois. Oui. Et puis juste avant qu'il aille dans la salle d'opération, on a pu lui dire au revoir. Oui, on a été vraiment. On avait même accès libre. Oui, on pouvait faire. On pouvait rentrer dans la chambre très facilement. Alors on n'est pas resté dormir à l'hôpital parce que c'était pas possible. Mais et puis moi j'ai de la famille à Rennes, donc c'était bien. Mais on y a été beaucoup pendant les 2 jours là et on pouvait y aller comme on voulait. Oui, on a été libre. Oui, donc là-dessus, c'était important, évidemment, et puis pouvoir dire au revoir. Mais alors après, c'était toujours le paradoxe, c'est de dire au revoir et en même temps d'accepter, quoi. Donc c'était ce côté-là qui était... Et en sachant que c'est pas le cœur qui s'arrête. La mort encéphalique, c'est on sait pas ce que c'est, on comprend pas ce que c'est tant qu'on l'a pas vu. Nous on a vu ce que c'est, quoi. Donc on s'en rend compte. Et c'est vrai que le don d'organes, même sur un adulte, quelqu'un qui a eu un accident et qui est en mort encéphalique, c'est dur à comprendre parce que la personne elle respire toujours. La mécanique fonctionne. Et l'ordinateur est cassé. C'est ça. Il peut pas se réparer. En fait, c'est ça, quoi, qu'il faut comprendre. Et en fait, tous les signes, nous, on a vu notre enfant
Alors quelqu'un était témoin de l'accident, donc des amis de mes parents avaient dit qu'ils avaient vu le petit pied arrêter de bouger, les yeux se fermer, et nous on l'a vu les yeux fermés, le corps à 35 degrés, donc on voit bien, ça, on sait, on nous explique et on le voit bien, quoi. C'est évident. Donc nous on a très bien compris ce que c'est que la mort encéphalique. Bah oui. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est dans le don d'organes, c'est ça, c'est le cerveau, on peut pas pour l'instant, on sait pas faire. Donc, si c'est la tête qui est touchée et que le cerveau est touché, là, c'était le cas, puisqu'il avait un œdème cérébral, et ben, le cœur, il marche toujours, le foie, il marche toujours, les reins, s'il y a les deux reins, ils marchent toujours. Parce qu'il y avait l'assistance qui avait à côté. Le cerveau ne guidait plus, mais c'était une assistance qui était à côté qui permettait de faire. Mais ça marche pas non plus indéfiniment, ça s'arrête quand même. En plus, il y a cette notion de course contre le temps, parce qu'il faut vite se décider. Alors c'est vrai que nous, on nous a accueillis dans le bureau, on nous a expliqué tout ça et on nous a laissé le temps. On est sorti du bureau, on est allé à la cafétéria et on a discuté tous les deux et on a dit on va le faire, quoi. C'est allé très très vite en fait, ça s'est passé comme ça, quoi. Et on était ok, puisque c'était comme ça, il n'y avait pas d'autre chose. Comme ils nous ont mis en confiance et puis que voilà, on avait aussi l'accompagnement qu'il fallait, ben ça nous permettait de quand même malgré tout d'avoir une réflexion, parce que c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant, quoi, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement ubuesque même, et en même temps de se dire bah si, il faut être pragmatique, parce que pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et oui. Donc c'est les deux choses complètement où on veut s'échapper, surtout pas voir en fait ce qui se passe, et en même temps dire bah si, il faut regarder et dire bah et qu'est-ce qu'on décide, quoi. Et puis derrière voilà, on n'a pas entre guillemets pas le temps de réfléchir avant que, on va dire, le décès soit annoncé, et que après voilà, tout s'enchaîne, quoi, avec l'enterrement, et qu'après voilà, l'espoir aussi naît en même temps que ce qui vient de nous arriver. Donc ce qui arrive est juste terrible, mais après derrière on s'accroche à ça aussi, quoi, au fait que voilà, ça va donner peut-être la vie ça va faire poursuivre en fait la vie de certaines personnes, quoi. Comme c'était un enfant, il fallait faire très très vite, parce que son cœur aurait pu s'arrêter avant le transfert d'organes. À un moment donné, ça aurait pu être un échec, ce don d'organes. Et en fait, ça aurait été pire encore pour nous, parce que on s'est accroché à ça, en fait. Et même par la suite, ça nous a carrément aidé d'avoir réussi à faire ça et de savoir que finalement son cœur il bat dans le corps d'une autre personne. Donc ça nous a aidé. On s'est accroché. Ça a été vraiment très important. Et puis la notion il y a plein de choses en fait qui nous passent par la tête quand ça arrive. La notion de gâchis. Pourquoi nous? Pourquoi lui? Pourquoi il a juste 2 ans et sa vie s'arrête là? Alors on se dit c'est du gâchis. On peut pas réparer les cerveaux, mais le cœur il peut servir. Donc faut profiter de ça aussi. Utiliser. Il était en bonne santé, il allait très bien, il avait été bien nourri. Donc nous ça nous semblait important. Que ça puisse servir à quelqu'un. Voilà, on pense tout ça en fait. Oui, tout ce télescope, j'imagine. Oui, tout ce télescope, c'est vraiment le mot. Ouais. Le fait que nous, notre malheur, et puis qui peut qui est complètement on va dire on peut pas changer quoi que ce soit, et personne ne pourra jamais rien changer. Au moins ça apporte quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, et que voilà, comme disait Anne-Hélène, bah voilà, tout ce qui est entre guillemets mécanique, ou en fait qui sert en fait vraiment de manière scientifique, et puis sur la vie des personnes, qui est primordial, ça nous donne en fait voilà, un espoir quand même pour l'extérieur, pas pour nous, mais quand même un peu comme aussi, et puis pour dire bah voilà, c'est des choses, comme disait Anne-Hélène aussi, ça arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive, et maintenant à nous de faire en sorte que ça puisse justement servir du coup pour d'autres personnes qui sont un peu dans quelque chose de négatif, et de renverser cette chose-là et de le rendre justement positif par malheureusement ce qui nous arrive de manière préjudiciable, quoi. C'est ce côté-là, voilà, ça c'est. Puis pour les années à suivre, pour les années qui ont suivi, c'était pareil, c'était même si on connaît pas les gens à qui c'est arrivé, le fait de donner les organes, ça nous permet de dire voilà, il y a un espoir pour tout le monde, et puis ça peut
ça peut du coup servir d'exemple en tout cas Eh oui. pour d'autres personnes et puis pour même pour les personnes qui, comme on disait aussi, ont un drame comme celui-là, quoi. Donc et même si c'est très difficile d'assumer ça ou en tout cas de l'évoquer à nouveau, bah c'est des choses qu'il faut entre guillemets essayer de témoigner pour que d'autres pensent à ça aussi lorsque ça leur arrive, quoi. C'est vrai que le don d'organes, on l'imagine plus pour des adultes, beaucoup moins pour des enfants et des tout petits, alors qu'il y a des familles en attente de greffe. Il y a un réel besoin à ce niveau-là, ouais. Chez des très jeunes enfants, chez des bébés, ouais, il y a un réel besoin. Ouais. Donc au moins ça permet de, entre guillemets, de dire, c'est pas dire que Paul revit quelque part, mais c'est dire oui, sa mort n'aura pas été, sera servi au moins à d'autres causes. Il a donc donné son cœur. Est-ce qu'il y a eu d'autres organes ? Alors le cœur, oui, pour une petite fille du même âge. Ça, on savait. Un rein, parce que le deuxième a été fracturé pendant l'accident. Donc, un rein pour un enfant de 9 ans. Et on a fait le don du foie pour un bébé qui était en Suisse et la greffe n'a pas marché. Cornée. Les 2 cornées ont été prélevées. Il y en a une pour laquelle ça a marché. L'autre, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé à avoir des nouvelles des greffes et des greffés ? Une fois, ouais. En fait, on avait la possibilité. Donc, il a été pris en charge à Pontchaillou, dans le service pédiatrique, et donc on avait la possibilité de continuer à demander autant qu'on voulait des nouvelles. Et on a fait la démarche de le faire qu'une fois. On a dit que, voilà, pour notre équilibre à nous, on avait besoin après de prendre du recul par rapport à ça. Voilà, on préfère savoir que ça va bien. On se dit ça va bien, quoi, plutôt que d'apprendre des mauvaises nouvelles. On peut pas rester, même si des personnes peut-être souhaiteraient nous remercier mais on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre la transmission suffit à elle-même, je trouve. C'est pas la peine on n'est pas dans, alors peut-être ça c'est par rapport aux croyances de chacun, mais moi je pense que voilà, ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire et ça suffit. On a donné ce qu'on avait, je pense qu'on a donné tout ce que plus qu'on pouvait, et là je pense que ça suffit, même comme disait Annelle, pour l'équilibre personnel. C'est pas la peine je pense que de faire part il n'y a pas d'esprit pour nous, il y a pas non, mais ça peut, les gens peuvent penser ce qui leur est personnel, mais nous non, pour nous c'est le présent qui compte et c'est ce qui est arrivé et ce qu'on a décidé qui était important, et voilà, et c'est ça qu'on veut plutôt porter plutôt que ce qui est à suivre pour nous personnellement, qui pourrait nous fragiliser plus qu'autre chose, quoi. Ça servirait pas à grand chose, quoi. En fait, le don, il est anonyme, donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais, je trouve ça très bien. Et voilà, si jamais on a un de nos enfants qui a besoin d'un organe, on dira merci. On voit bien, là, quand on témoigne avec la dot, on voit bien que les receveurs, ils remercient leur donneur tous les jours en se levant le matin mentalement. Voilà, ça déjà, c'est bien, mais il faut pas que ça aille au-delà de ça, quoi. Nous, on voudrait pas connaître, on voudrait pas rencontrer. Il faut pas, quoi. C'est une bonne chose que ce soit comme ça. Et puis vous traversez un deuil qui n'est pas du tout la réalité du receveur. Ben oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont les prélèvements sont réalisés ? Parce que c'est important de parler encore et encore que ça se passe avec respect et de rassurer les personnes qui nous écoutent sur l'éthique de tout ce processus. Alors nous, ça s'est passé en 2000. Je pense que c'est encore mieux maintenant, je pense. Mais c'était déjà très très bien parce que le corps est entièrement respecté. On ne voit rien. La seule chose, quand même, qu'on peut voir, c'est, on pense qu'on peut dire quand même, c'est on voyait que les cornets avaient été prélevés, quoi. On voit quand même la couture sous les paupières. Et après, voilà, on avait mis à notre enfant la tenue que nous avions choisie, comme pour tout décès. Donc, voilà. Après, non, on voit rien. Moi, j'ai su après, en regardant le film Réparer les vivants, comment ça se passait de l'autre côté, en fait. C'est là que j'ai eu les images, mais sinon, nous, on voit rien. On rentre pas dans la salle. Paul, on l'a vu jusqu'à l'enterrement. Hein. Il avait un aspect, on peut dire, qui était tout à fait normal. Voilà, il n'y avait pas de visibilité sur tout ce qui était prélèvement, non, du tout. Et puis, même dans
toutes les explications, toute notre prise en charge. Il y a vraiment un grand respect du corps médical. En France, on est très bien accompagnés. Ils font un boulot formidable parce qu'ils doivent annoncer quelque chose de terrible et en même temps, ils doivent demander quelque chose en plus. Alors, c'est un boulot, c'est incroyable. Ouais, c'est difficile de faire ça. Par le biais de l'association, on a rencontré l'infirmier qui fait la transition et c'est impressionnant. Là, il faut avoir sa maîtrise, du coup, la maîtrise, ou en tout cas en même temps une sensibilité, mais en même temps une maîtrise de ce qu'on dit et être très sûr des paroles c'est un sacré travail. qu'on délivre, on doit être super bien accompagné et jusqu'au bout, en fait. Voilà, on nous a dit effectivement qu'ils respectent que ce soit le refus ou l'acceptation, hein, et c'est la priorité, en fait. C'est pas d'imposer, mais c'est de dire ce qui est, et puis voilà, et puis d'après de nous laisser décider, et ça a été fait tout à fait comme il faut, en fait. Et est-ce que au moment de prendre cette décision, vous avez eu le soutien de votre famille? Comment ça s'est passé à ce sujet avec vos proches? Eh ben, on leur a dit très vite ce qu'on nous avait demandé, et comme on a pris vraiment rapidement notre décision, on leur a dit très vite aussi notre choix, et oui, on nous a dit que c'était extraordinaire ce qu'on avait fait, bravo, ouais. On a eu un grand soutien, ouais. Tes parents sont plus... Enfin, je me rappelle de mon frère qui nous avait dit que c'était super tout de suite. Nos familles ont été très bienveillantes et au contraire, ils ont complètement soutenu ce qu'on a fait. Ma mère, elle a plus de difficultés à accepter, mais c'est normal, parce que perdre un petit-fils, je pensais... C'était le premier, c'était le seul à ce moment-là. Et vous disiez tout à l'heure que cette idée qui vous a animé dès le début, qui allait permettre à une autre personne de vivre, ça a été un facteur pour, est-ce que je peux dire, mieux vivre votre deuil? Oui, bien sûr. Tout de suite, dès le début, dans toutes les phases, en fait, à l'hôpital, même après... c'est surtout la première année qui est terriblement difficile. Ça nous a tout le temps aidé, même maintenant, quoi. À toutes les étapes de notre deuil, qui sont sans doute pas finies, parce que je crois que ça s'arrête jamais. Et ben, je crois que ça nous a toujours aidé, ouais. Est-ce que vous diriez que c'est comme si ça avait mis un peu de sens dans le non-sens? C'est ça. En fait, c'est ça. On est tout le temps, en fait, dans un deuil d'enfant comme ça. Il est très jeune. On est tout le temps dans le paradoxe, en fait. Et donc ça, oui, c'est ça. C'est du sens dans le non-sens, ouais. Il faut retrouver un peu d'espoir dans quelque chose de complètement improbable et intolérable. Inacceptable, mais enfin, c'était ça. Mais malgré tout, c'était. Donc il fallait que ça reprenne malgré tout, quoi. C'est sûr que pour certains, je comprends qu'il y a une rupture, mais nous on a réussi malgré tout à repartir, quoi. Et le fait qu'il y ait Yuna aussi qui naisse l'année suivante, ça aussi c'était tout arrivait aussi entre guillemets dans le bon sens pour la suite, quoi. Moi je sais que j'ai eu mon concours après l'année suivante, tout est arrivé comme ça, donc ça a permis aussi de redémarrer et malgré tout de poursuivre en fait ce qu'on avait commencé, qui s'était arrêté d'un seul coup, quoi. Oui, continuer à vivre malgré tout, comme vous le dites si justement. Et d'ailleurs, dans votre travail, vous avez été soutenu par vos collègues? Moi, à ce moment-là, je commençais un travail d'enseignant, mais en tant que contractuel. Et pareil, le directeur comme les collègues ont été super bienveillants. Le fait qu'il y ait ça permettait de repartir au travail et de faire des choses que j'aurais peut-être pas pu faire, quoi. Oui, bien sûr. J'aurais pensé à ça tout le temps, en fait. Alors que là, je me disais, il y a quelque chose qui redémarre, en fait, quoi. Malgré tout, même si quelque chose qui s'est arrêté et que c'est très dur, mais déjà le fait de repartir sur une activité professionnelle qui commençait, le fait d'avoir fait ce choix-là d'organes, ça remettait tout comme si il n'y avait pas un nouveau départ, parce que il y avait un frein, mais qui était moins fort en fait au fur et à mesure qu'on avançait, quoi. Quand est-ce que vous avez eu connaissance de France Adot? L'accident s'est passé en 2000 et nous on habitait en Normandie et donc toute notre famille vit en Bretagne. Et après l'accident, on a demandé notre mutation, on est rentré en Bretagne. On s'est installé à Plestin-les-Grèves d'abord. Et là, on a eu connaissance de l'association, mais on a essayé de rentrer en contact, on a essayé d'expliquer notre histoire, mais ça n'a pas fonctionné, quoi. À l'époque, en tout cas. Et puis là, ça s'est représenté il y a un peu plus d'1 an, là. Ouais, non,
an et demi. Dans le cadre du travail pour David. Et puis, là, la mayonnaise a pris et ça a fonctionné. Bon, après, peut-être que nous aussi, on n'était pas prêts à ce moment-là. C'est un sujet qui reste difficile, hein. De toute façon, quand on dit qu'on a perdu un enfant, des fois, on arrête, la conversation s'arrête là, hein. Ça nous est arrivé souvent d'avoir un blanc et puis voilà, ça s'arrête là et on doit parler d'autre chose. Ouais, c'est pas évident. Un enfant, ça renvoie à nous-mêmes, donc c'est un miroir en fait, hein. Donc c'est tout ce qu'on voudrait pas, voilà. Mais du coup, on n'arrive pas à en parler, c'est normal, hein, je comprends très bien. Mais il y a des gens qui sont, si on a rencontré des gens qui sont maladroits, mais on sait que c'est pas, ça n'a rien d'intentionnel, quoi. Moi, je sais que les années, c'est pour ça que le papa d'Anne-Hélène demandait après combien d'années ça s'efface jamais, évidemment. Et il y a même des gens, moi, mais c'était maladroit plus qu'autre chose, qui disaient, quand on en parlait, moi, c'était carrément, on m'avait dit, ah, mais c'était il y a tant d'années, comme si c'était très loin, et comme si c'était, ça y est, c'était fini. Eh oui. Mais c'était encore pire, quoi, quand on me disait ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien, comme dit Anne-Hélène, d'en parler, d'aborder vraiment les choses, mais en évoquant en fait l'enfant, quoi. Même si c'est très compliqué, je pense, pour les personnes aussi, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus, effectivement, de plus. On veut pas blesser non plus. Certaines personnes, c'est plus pour cet aspect-là, quoi, qu'elles n'en parlent pas, mais non, au contraire, je pense que c'est pas faire revivre évidemment, mais c'est voilà, c'est montrer qu'il a existé et que on a vécu 2 ans de bonheur, quoi, et qu'après derrière, justement, le don d'organes permet ça aussi, c'est d'en reparler. Je pense le mieux, si c'est un conseil, le mieux quand quelqu'un parle d'un enfant perdu, c'est en fait la personne qui a perdu un enfant, elle demande qu'une chose, c'est de continuer à en parler, parce que ça c'est hyper important. Donc un conseil à donner, si on dit que quelqu'un a perdu un enfant, demandez-lui comment il s'appelle. Peut-être, première chose, voilà, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Commencez à poser des questions, mais surtout pas de blanc, pitié, surtout pas de blanc, quoi, surtout ne pas se taire. Même si on comprend. Mais après je comprends, hein, c'est un sujet tellement difficile, il y a plein de signes qui le montrent dans la société. D'abord, il y a pas de nom, on n'a pas de nom. Si on perd un conjoint, on est veuve, ou si un monsieur perd sa femme, il est veuf. Et si maman elle perd son enfant, elle est rien. Et pareil pour un papa. Alors on avait dit maman désenfantée, maman d'ange, on dit. Voilà, il y a une chanson de Linda Lemay qui s'appelle Il y a pas de nom, qui est très belle. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Très très belle. Ça, on peut en parler de cette chanson-là quand on veut parler avec quelqu'un qui a perdu un enfant. Je pense que c'est un bon moyen de commencer une conversation. Mais c'est vraiment un sujet tellement difficile, ouais. C'est pour ça que depuis à peu près 1 an, vous témoignez? Oui, depuis le mois de janvier 2023. Du coup, on témoigne, ouais. On raconte notre histoire lors des inaugurations des arbres de vie de France Adot 22. Les arbres de vie, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, ce sont des arbres plantés à chaque fois qu'il y a eu un don d'organes dans une commune, c'est ça? Oui, pas forcément. C'est les communes, en fait, qui font la démarche pour sensibiliser le public. C'est comme un France Adot qui va auprès des communes pour demander en fait à ce qu'un arbre de vie soit planté, voilà. Et les maires décident en fait d'implanter justement un arbre dans un endroit qui est souvent un parc, hein, souvent, ou en tout cas un endroit vert. Ça a un côté très, qui est très positif dans le sens où on rencontre des gens aussi qui sont très solidaires aussi, puis qui témoignent de ça, et donc ça montre aussi que voilà, il y a de l'humain qui prend ça en charge et qui fait bouger et qui fait vivre cette association et promouvoir le don d'organes, parce que ça c'est pas quelque chose de simple, quoi, de facile. Et ces événements-là, apportent quelque chose d'important, je pense, pour la rencontre en tout cas entre les gens qui ont été touchés, quoi, soit les greffes ou les donneurs, quoi. Paul aurait eu 25 ans cette année, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça a eu une signification particulière, ce cap de vous engager après toutes ces années? Oui, bien sûr. Ah, Oui, moi, franchement, oui, moi, je trouve ça hyper important qu'on se mette à raconter notre histoire. Ouais. Ah oui, c'est vraiment une autre étape qui est positive, qui nous aide, je pense. Et puis, on voit bien le retour qu'on a, hein, c'est hyper positif. On nous dit que il y avait certaines personnes qui savaient pas trop si elles allaient être donneurs ou pas. Ça les fait décider tout de suite, en fait, ouais. Pencher la décision du bon côté. Voilà. Et puis nous, ça nous conforte. Je pense, on dit au moins que, au moins, ça sert à ça. Voilà.
pense que c'est important. Et puis, on a décidé de le faire à deux. Nos enfants, ils savent qu'on fait ça. Kémo, il nous avait dit, mais quand on lui avait raconté, il nous avait dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si, c'est notre choix. Souvent, les gens ont peur de remuer le couteau dans la plaie, comme ils disent, et c'est vrai qu'ils osent pas aborder le sujet de la mort, et comme vous le disiez tout à l'heure, encore moins celle d'un enfant. Mais finalement, en parler, c'est aussi rappeler la place de Paul à ce don de vie qu'il a fait, que vous avez permis qu'il fasse, et d'honorer sa mémoire, sa vie, et vous, votre trajet en tant que parent. Oui. C'est ça. Ouais. Ah bah c'est plus facile de. Moi, je sais qu'à mon travail, j'ai des bons amis, des bons collègues qui le savent, mais très peu en fait. Donc c'est plus facile de rien dire, sans doute. C'est un peu plus facile. C'est une facilité quoi, de se taire, de faire comme si on était comme tout le monde. Mais comme on n'est pas comme tout le monde. Ouais. Mais c'est là que je dis qu'on est tout le temps dans le paradoxe en fait, et un paradoxe difficile à porter. Mais il faut faire la démarche de raconter. C'est important. Et il s'est pas rien passé. Non, il s'est pas rien passé. Puis comme on dit, il a 25 ans, ça y est. En fait, on est toujours dans une espèce d'actualité. Donc, c'est pas qu'il est vivant, mais c'est que on en parle encore et de manière actuelle. C'est pas un souvenir en fait. Et ça, c'est important aussi, je pense, pour nous en tout cas, de montrer que on crée pas d'imaginaire ou de choses comme ça, mais il est avec nous quoi. Et c'est aussi important qu'il soit avec nous aujourd'hui parce que ça, la manière le fait de raconter ça, ça nous permet aussi quelque part de faire vivre l'association et puis notre enfant qui est toujours qui a 25 ans a donné ses organes et donc à 23 du coup et je trouve que c'est essentiel pour ça. Comme on pourra le dire si on le témoigne encore dans 5 ans, à 30 ans, Paul sera toujours avec nous, quoi. Et je pense que c'est pas, il y a rien de morbide ou de contraire, c'est tout l'inverse, quoi. Donc on parlait de paradoxe, mais effectivement il est mort, mais tout ça, ça fait revivre en tout cas, le petit bambin qu'on a eu, quoi. Et oui. Et même pour nos enfants. Voilà, il est toujours là. Enfin, de toute façon, il est toujours là de manière générale. Mais... Alors après, nous, on a une particularité, c'est qu'on a fait plus d'années dans notre vie de famille et de couple sans lui qu'avec lui. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent comme si on n'avait que 3 enfants, quoi. Qui nous connaissent comme une famille, qui va bien avec 3 enfants. Donc ça, c'est parce qu'il y a des gens qui perdent un enfant, mais que tout le monde a connu. Nous, on a des très bons amis qu'on a gardés et qui l'ont connu, mais pas beaucoup, puisque comme c'était une vie courte, pas beaucoup, quoi. Après, on est vraiment soutenu au niveau de la famille, des cousins, des cousines, ça, on est très bien soutenu, ouais. Oui. Alors après, c'est encore autre chose, mais moi, je sais que j'avais une maman que j'avais pas vue depuis un petit moment et qui m'a réexpliqué qu'elle avait pas fait des erreurs, mais que voilà, il y a des gens qui réalisent pas non plus. Je pense que là c'était ma maman, mais ça aurait pu être d'autres personnes. Où en fait, c'est comme si pour elle, son petit-fils dormait et qu'après, elle voulait pas en fait accepter qu'il était décédé. Et voilà, et je pense je dis ça par rapport à des gens qui vont vivre ce drame-là. Effectivement, on peut être. Elle a parlé de maladresse et je dis non, c'est pas une maladresse, c'est juste que voilà. On n'accepte pas quelque chose qui est complètement illogique ou anormal et elle m'en a reparlé l'autre jour, donc c'était quand même je trouvais ça bien aussi. Ça peut faire justement ressortir des choses comme ça qui sont des choses qu'on a interprétées d'une manière peut-être différente. Donc, je sais pas comment je l'avais pris à l'époque, mais où quelqu'un dans l'entourage ne réalise pas et du coup après n'accepte pas tout simplement quoi. Mais c'est important quand même d'ouvrir le dialogue même bien des années après, et ça a permis absolument de le faire, quoi. Et ça peut être, on peut dire que c'est trop tard, non. Moi, c'est 25 ans après et 23 ans après. Et voilà, elle m'a dit ça. Donc, c'est tout est possible grâce à ce type d'association, en tout cas d'initiative. Voilà. Même si moi, je suis pas hésitant, mais je me dis que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est très à fleur de peau quoi, mais toujours mais par contre je trouve ça important de le faire pour ça aussi quoi, pour l'entourage et puis donc je pense que encore une fois le don d'organes permet justement aussi à l'entourage d'accepter tout ce qui est arrivé, même si encore une fois c'est toujours aussi difficile 23 ans après, mais
Justement, en parlant de maman, comment la vôtre, Anne-Hélène, qui donc gardait Paul le jour de l'accident, comment est-ce qu'elle a vécu avec ce drame traumatisant? Alors, elle a longtemps parlé du bruit du choc de la poussette. Elle a eu des cauchemars de ça. Elle a été traumatisée par les sons, ouais, par le bruit, par les sons, quoi. C'est-à-dire qu'elle entendait un bruit fort comme ça après, pour n'importe quelle raison, et ben ça lui rappelait, quoi. Alors, on a beaucoup parlé au début. On a beaucoup communiqué toutes les deux. On avait besoin de parler de Paul. On a beaucoup parlé. Et puis après, ma maman, elle a eu la maladie d'Alzheimer assez rapidement, donc la communication est devenue difficile, quoi. Elle s'est enfermée un peu là-dedans. Elle y était pour rien dans ce qui est arrivé, mais est-ce qu'elle s'est sentie coupable? Maman, elle a longtemps parlé. Alors oui, elle a parlé de culpabilité. Oui, elle s'en est voulu. Elle a dit et si je l'avais pas réveillée de ça, et si, et bah oui, et si. Mais elle a fait que traverser. Et il y avait personne sur la voie quand elle a traversé avec la poussette. Et après, non, c'est pas vraiment de la culpabilité. Bon, après, il y a eu un procès au mois de janvier suivant. C'est ça. Et les faits étaient là. Il y a eu un test d'alcoolémie. Même lui, il l'a reconnu. Il nous a demandé pardon. Il y a eu des témoins. Il y a eu donc non, c'est vraiment de la faute de ce monsieur-là, quoi. Alors après, ma mère, elle a dit que c'était son destin. Voilà, elle s'est accrochée à ça. Ouais. Bon, elle était croyante, elle a souhaité qu'on le baptise à l'hôpital. C'était son souhait. Ah, d'accord. Parce que nous, on n'est pas pratiquants, et ni croyants ni pratiquants. Et il a été quand même. La cérémonie a eu lieu dans une église, dans l'église Saint-Paul de Rennes. Et il y a un aumônier qui est venu nous rencontrer à Pontchaillou et qui nous a accompagnés tout du long et qui a fait la cérémonie. Et donc, il a été baptisé à l'hôpital, ouais. Et donc, c'est ton papa qui a fait le parrain. Donc tout ça, ça permettait effectivement de rassembler les gens, quoi. Tout ça, je pense que et puis ça, c'est important aussi de le dire, je pense. C'est des moments qu'il faut absolument privilégier parce que c'est ça qui reste après. Oui. Donc, et quand c'est des moments qui sont quelque part quand même des moments de rassemblement, on va pas dire de bonheur, parce que on n'est pas. Mais par contre, ça permet vraiment de poursuivre en fait, pas de reconstruire parce que voilà, ce qui a été détruit a été détruit, mais de poursuivre et de vivre avec ça, quoi. Parce que voilà, je pense que c'est quand je parlais de réouverture tout à l'heure, c'était ça, c'est quand même quelque part un peu, voilà, pas enfoui, mais voilà, c'est à côté et on le montre quand même, on montre que ça a existé et c'est important. Et ça, ce qui a pu, être fait à ces moments-là, ça permet de faire revivre, de poursuivre en fait, voilà, l'existence de Paul, ou en tout cas le fait qu'il ait été avec nous, quoi. Vous disiez tout à l'heure que vos enfants étaient au courant, que vous leur aviez parlé. Ça a été important de poser des mots avec eux, surtout qu'ils sont nés après Paul et qu'ils n'ont pas connu. Ah oui, il faut ouvrir, le dialogue. Faut surtout pas fermer parce que déjà quand on est sensible, c'est déjà dur. Mais en plus parce que ça peut tout simplement amener des controverses, enfin des choses qui sont maladroites, quoi, en fait, derrière, parce que et non voulues, en fait. Alors que si on sait directement tout ce qui est arrivé, au moins on prend les précautions, que ce soit nos enfants, enfin nos parents, enfin tout le monde, quoi, tout l'entourage en tout cas. C'est primordial même pour le soutien, même parce que on a des comportements, je pense, des fois qui sont peut-être pas inappropriés, mais qui sont qui sont anormaux en tout cas, ou qui paraissent en tout cas anormaux. Et le fait que il y ait que tout le monde sache tout, ça explique des choses, quoi. Donc ça c'est très 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 important, oui. Alors, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux parents qui potentiellement se retrouveraient ou pourraient se retrouver dans une situation un peu similaire à celle que vous avez vécue? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est bénéfique, en fait. Le fait de faire ce don, en fait, même si c'est une réflexion qui est très difficile sur un moment crucial, ça dure longtemps, en fait. Voilà. Ça permet de faire durer beaucoup de choses et beaucoup de choses positives. Donc, et j'encourage à ce que les personnes le fassent. Après, elles sont à même de décider pour elles-mêmes, et au contraire, c'est en leur âme et conscience. Mais je sais que pour nous, notre cas personnel, c'est très enrichissant, en tout cas. Voilà.
Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Quand on perd un enfant, il y a quand même de l'espoir après. On peut quand même s'en relever. Je peux transmettre ce message. La vie continue, même si c'est difficile, évidemment. C'est long, il y a des étapes, mais il y a quand même de l'espoir au bout du tunnel. On peut quand même réapprendre à vivre. Tu peux transmettre ce message. Merci beaucoup de finir votre témoignage sur ces notes d'espoir et merci de nous avoir partagé votre histoire avec tant de délicatesse et de pudeur. J'espère que ça aura donné aux auditrices et aux auditeurs du podcast une nouvelle compréhension de l'importance du don d'organes et notamment de son importance dans le chemin de deuil des familles des donneurs. Donc merci à vous et à Paul d'avoir permis à plusieurs personnes de poursuivre leur vie. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.